Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pourquoi t'as fait ça? Le podcast qui donne la parole aux entrepreneuses et entrepreneurs engagés pour qui l'inclusion et la diversité est un pilier de leur business. Je suis Jade et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Laura Driancourt, présidente et cofondatrice du projet Adelphité, une agence de conseil stratégique en diversité, équité et inclusion. Laura a un parcours fascinant. Après des études de droit et une carrière d'avocate en fiscalité, elle a tout quitté pour créer sa propre entreprise. Mais ce changement radical n'est pas arrivé par hasard. Il trouve ses racines dans une prise de conscience personnelle et profonde. Elle est nourrie par la découverte du féminisme et des enjeux de discrimination. Dans cet épisode, Laura nous raconte comment elle est passée d'un cabinet d'avocats conservateurs, où elle a vécu de la violence liée à ses prises de position, à la création d'une agence qui accompagne les entreprises vers plus d'inclusion. Elle nous explique pourquoi la diversité et l'équité ne sont pas qu'une question de sensibilisation, mais avant tout un enjeu stratégique et politique. Nous aborderons aussi les défis de l'entrepreneuriat engagé, l'importance de changer les processus au lieu de changer les humains, et pourquoi son travail est plus que nécessaire dans le contexte politique actuel. Un échange riche et inspirant qui nous rappelle que l'inclusion n'est pas un luxe, mais une nécessité pour construire un monde de travail plus équitable. C'est parti, je vous laisse avec notre discussion avec Laura. Bonjour Laura. Bonjour Jade. Bienvenue sur le podcast Pourquoi t'as fait ça? Merci d'avoir accepté mon invitation. Tu es du coup un des épisodes de la nouvelle saison qui est autour de l'inclusion et la diversité et on va avoir une discussion d'environ 1 heure ensemble pour pouvoir découvrir ton parcours, ce qui te motive à faire ce que tu fais aujourd'hui. Et puis ce que tu veux transmettre, on va pouvoir aborder différents sujets et partager aux auditeurs un peu ton état d'esprit, la manière dont tu envisages tes actions au quotidien, pro, peut-être aussi mêlées au perso, parce que c'est souvent mêlé au perso. Et pour commencer, je voudrais te demander de te présenter de la manière dont tu le souhaites. Ok. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être sur ce podcast. Donc, je m'appelle Laura Driancourt. Je suis présidente et cofondatrice de Projet Adelphité, qui est une agence de conseil et stratégie en diversité, équité et inclusion. J'ai 31 ans, donc entrepreneuse depuis bientôt 4 ans, et avant ça, j'étais avocate. Voilà. Ok, est-ce que du coup, on va partir du début, est-ce que tu peux nous dire comment t'es arrivée à faire des études et à être avocate et le switch que tu as fait en devenant entrepreneur et en créant ta propre agence? Le fun fact dans cette histoire, c'est qu'à la base, moi, je voulais pas être avocate. Mon père, depuis que je suis toute petite, il avait trop que je sois avocate en droit des affaires internationales et tout. Léger esprit de contradiction, j'étais en mode jamais je serai avocate. Et j'ai fait mes études à Dauphine. Et à Dauphine, en fait, t'as 2 premières années de tronc commun. Et dans ce cadre, tu as la possibilité d'avoir une option qui s'appelle le cursus juridique. Et mon père m'a dit, demande à faire l'option, parce que c'était quand même sur dossier. On sait jamais, le droit, c'est toujours utile dans la vie. Et donc je suis en mode, écoute, vas-y, je prends cette option, j'ai été retenue. Alors là aussi, ça a été assez rocambolesque parce que mon dossier n'avait pas été étudié. J'avais pas eu de réponse. Et du coup, j'avais décroché mon téléphone et je me suis dit, c'est bizarre, j'ai pas eu de réponse et tout. Et moi, j'étais persuadée, j'avais une confiance absolue en mon dossier. Avec le recul, je me dis, waouh, j'avais peur de rien. J'avais une confiance absolue en mon dossier et moi, c'était anormal qu'on m'ait pas rappelé. Et effectivement, la personne m'a dit, bah oui, c'est pas normal qu'on vous ait, vous êtes sûre et tout. Je fais, ah oui, j'ai envoyé mon dossier, j'en suis sûre. Elle le retrouve sous une pile. Elle me dit, effectivement, c'est pas normal. On revient vers vous, mais je pense qu'on va vous faire passer en commission spéciale. Commission de septembre et pas celle de juin. Donc, totalement improbable. Alors, je sais plus si c'était en mai, juin, enfin bref, c'était décalé, ça c'est sûr. Toujours est-il que je fais mon cursus juridique et je fais des stages. Je fais notamment des stages en immobilier.
et dont un en gestion locative. Moi, à ce moment-là, je veux faire de la gestion. Je sais pas exactement quoi comme type de gestion, mais c'est ça qui m'intéresse. Chef de projet, product management, mais tu vois, t'as 18 ans, 19 ans, tu sais pas trop tout ça, ce que ça veut dire et tous Oui. les champs des possibles devant toi. Et donc, je fais ce stage en gestion locative et je comprends assez vite les ficelles. Et en fait, je me dis, mais si la gestion, c'est ça toute ma vie, enfin, que je comprends vite et tout, je vais m'ennuyer et donc, ça m'intéresse pas. Par contre, le droit, je me rends compte que c'est un challenge intellectuel perpétuel. Parce que, il faut se mettre à jour, que c'est une matière très complexe, etc. Et donc, je me dis, je vais continuer en droit. Et donc, je fais la licence droit et gestion. Donc là, il faut choisir les spécialités. Et moi, je reste pas en gestion. Je pars en droit et gestion. Donc, c'est une bi-licence. Et après, à Dauphine, il n'y a qu'un seul master 1 de droit, de toute façon. Et donc, je fais le master 1 droit, qui est en fait maintenant droit des affaires. Parce qu'en vrai, Dauphine étant une fac d'éco quand même, à la base, c'est pas trop surprenant que le seul master de droit soit droit des affaires. Puis après, on a les master 2 et je crois qu'il y a une dizaine de master 2 en droit à Dauphine. Donc quand même un champ des possibles assez large. Et moi, je m'oriente en fiscalité fiscalité des entreprises plus précisément, parce que j'aime bien les chiffres, j'aime bien résoudre des problèmes et je trouve que la fiscalité est une des matières du droit qui implique le plus de résoudre des problèmes et qui présente le plus de challenges intellectuels parce que c'est une matière qui change tous les ans. Voire plusieurs fois par an, puisque on a une loi de finances annuelle et au moins une, voire deux lois de finances rectificatives. Donc, il faut tout le temps se tenir au courant. Et je trouve ça super excitant, super intéressant. Et l'avantage, c'est que ça fait aussi partie des spécialités en droit des affaires, des rares spécialités. On a pas mal de stimuli, on est très bien payé, mais les horaires restent relativement raisonnables. Je dis relativement, ça dépend des cabinets, ça dépend de la sous-spécialité qu'on choisit, etc. Ça dépend des périodes, mais comparé à d'autres spécialités, les horaires sont plus raisonnables. Je me dis, bon an, mal an, en fait, tout s'aligne. Après, je fais une année d'études à Londres. Après mon Master 2 à Dauphine, je pars à Queen Mary University of London. Donc, je fais un Master 2 spécialisé en taxes. Après, je passe le barreau. Donc, ça, c'est 1 an et demi, 2 ans, parce que l'école du barreau, ça dure 1 an et demi. Et je commence une première collaboration, sachant qu'en parallèle, en fait, donc j'étais en Master 1. Fin de master, oui, milieu de master 1, je commence à m'intéresser aux questions de féminisme, en fait, parce que je sors d'une relation qui est très, très difficile et qui était... Excuse-moi, il y a le chat qui gratte, donc je coupe pour pas que ça te bousille ton son. Donc, je sors d'une relation qui était très difficile et qui était, à la limite, voire dans l'abus psychologique, en fait. Et ma meilleure amie m'offre un livre qui s'appelle « Je ne souffrirai plus par amour » et qui est un essai féministe sur la dépendance affective. Et en lisant ce livre, à chaque page, je te promets, à chaque page, j'étais en mode « Oh mon Dieu, mais c'est tellement ça, j'ai l'impression qu'on est en train d'écrire ma vie. » Et à la fin de cet essai, je me dis « Si les féministes, elles ont raison là-dessus, peut-être qu'elles ont raison sur d'autres trucs. » Et donc en fait, je commence à lire tout ce qui me tombe sur la main, des articles de blog, des forums, des livres, etc. Et je fais mon éducation féministe, en fait, et ça change radicalement ma vie et ma compréhension du monde, et ça me permet aussi de comprendre des choses qui me sont arrivées. Donc je travaille sur les questions de sexisme d'abord, j'élargis aux questions LGBTQIA+, puis aux questions de racisme, questions de religion aussi, questions de validisme et d'apparence physique. Je touche un peu aussi aux questions de classe. Tout ça à travers les livres ou aussi autrement via d'autres en rencontrant des personnes ça. Beaucoup via les Comment t'as fait ton livres. éducation? Beaucoup via les livres et en fait et aussi grâce à un groupe Facebook qui s'appelle les Paupiettes de Coquine, qui est un groupe féministe intersectionnel sur Facebook, et en fait tous les jours je me connectais et il y avait des articles de blog qui étaient partagés, des réflexions des gens, etc. Et en fait en lisant, mon cerveau se posait des questions et absorbait la connaissance. Et voilà, donc j'ai commencé à étudier tout ça il y a 10 ans. Donc en parallèle de la fiscalité. Et donc j'arrive dans ma première collaboration avec quand même une très bonne connaissance déjà. Ça fait à ce moment-là, ça fait quoi? Ça fait 6 ans que je travaille sur ces questions. Donc j'ai une assez bonne connaissance des mécaniques en jeu quand il s'agit de discrimination, de sexisme, de racisme, d'homophobie, etc. Le milieu du droit, le milieu notamment de l'avocature, est un milieu qui est très conservateur. Et du fait de ce conservatisme, est un milieu qui est très violent dès qu'on fait partie d'une minorité. Ou qu'on est qu'on fait partie d'une catégorie minorisée, donc j'inclus les femmes dedans. Et j'ai eu des remarques par rapport lorsque j'ai arrêté de me lisser les cheveux. Je suis une femme blanche,
Mais je rentrais plus assez dans l'école de la blanchité, donc il y a eu de la violence par rapport à ça, par exemple. Pour te dire à quel point le milieu est conservateur, en fait, et peut être violent sur ça, parce que moi, en tant que femme blanche, on a voulu m'appeler chez Erazade, tu vois, par exemple. D'accord. Voilà, c'est des témoignages qu'on entend plutôt de la part de femmes maghrébines ou arabes, qu'on entend moins de la part de femmes blanches, en fait. Bon, moi j'ai un papa qui a des origines méditerranéennes, mais c'est nord-méditerranée, on reste blanc et français depuis je sais pas combien de générations. Donc en fait c'est pour montrer voilà le à quel point sortir de ces cadres-là, qui sont des cadres très réduits, donc sortir de ces cadres-là c'est très facile. Et donc sans trop surprise, ça se passe pas nécessairement très bien. Je pense que c'est une question de chance, c'est une question de plein de choses. Avec le recul, avec l'expérience que j'ai accumulée, peut-être que ça se passerait différemment, peut-être pas. Toujours est-il qu'en fait, je suis placardisée. Donc, on me donne très peu de dossiers, voire pas du tout, selon les périodes. Moi, c'est quelque chose... au sein d'un cabinet d'avocat. Exactement. Donc, en plus, en fait, quand t'es en cabinet d'avocat, t'es en statut libéral. Donc, le droit du travail ne te protège pas. Donc, en fait, typiquement, le fait de ne pas donner de travail, c'est pas considéré comme du harcèlement moral. Oui, la placardisation n'est pas illégale. Donc, pas beaucoup de recours quand t'as pas de boulot, mais il y a quand même un présentéisme très très fort, très présent, typique des cabinets d'avocats. T'es libéral, t'es censé gérer ton temps comme tu veux, mais en fait, si tu pars avant 19h, même si t'as pas de boulot, on va te regarder bizarrement. Et donc, bon, je fais une bonne dépression des familles, on va pas se mentir, avec tout ce qui se passe. Et je me dis, en fait, il faut que je sorte de là et je veux faire un projet qui a du sens. Tout ce que j'ai appris, j'ai envie de le partager, sachant que depuis début 2018, moi j'ai lancé un groupe de parole en non-mixité choisie où on aborde, en fait, on se réunit une fois par mois, un samedi, et une personne concernée par un sujet qui s'est documentée sur ce sujet va le présenter, on va en discuter entre nous. Ça marche assez bien, au début on est 8 et en un an on devient une quarantaine dans le groupe, donc et hyper diversifié, et je suis hyper fière de dire que pendant 2 ans en fait, ce groupe a super bien fonctionné, a super bien tourné, et il n'y a eu jamais un seul accro. Parce que, en fait, on avait posé un cadre de sécurité en amont, et tout le monde le respectait, en fait. Et avec des personnalités très diverses, des parcours, des expériences de vie très diverses aussi. Pour te dire, je pense qu'il y avait la moitié du groupe, plus de la moitié du groupe qui était et ou racisé et ou queer. Ok. On en fait un podcast, bon, ça c'est encore une autre histoire. Et je me dis, en fait, ce que j'ai fait avec ce groupe de parole, j'ai envie de l'élargir. Et donc, je pense à faire un salon de thé avec des ateliers d'éducation populaire à caractère féministe. Et donc, j'en parle avec 2 amis et on commence à chercher un local. Enfin, évidemment, on fait l'étude de marché, on fait tout le business plan, etc. Et ça... En fait, on commence à chercher un local, on est en décembre 2019, janvier 2020. Tu vois le plot twist qui arrive. Parce que comment on passe d'un salon de thé à une agence de conseil et stratégie en diversité, équité, inclusion, ceci étant mon histoire. Et en fait, il y a le Covid qui arrive. On est sur le point de déposer un dossier. C'est un jeudi et on sait qu'il y a l'allocution d'Emmanuel Macron le dimanche soir. Et on se dit, on va peut-être attendre pour déposer ce dossier parce que si on est confiné, en fait, ça va être un peu la mouise. Et on a eu raison puisque effectivement Emmanuel Macron nous annonce 3 semaines de confinement. Et nous à ce moment-là, on se dit ça va pas durer 3 semaines, c'est potentiellement 2-3 mois, et il y a un risque d'être reconfiné en fin d'année. L'histoire nous a donné raison sur les 2 points, et donc on a eu raison de suivre notre instinct et on s'est dit donc comment en fait on fait pour transformer ce projet, parce que le cœur à la base c'est quand même l'éducation populaire. Et on se dit, pourquoi pas le faire en ligne. Donc, on crée une plateforme d'ateliers en ligne qui s'appelle La Féministerie, qu'on lance en octobre 2020, qui, en fait, c'est des personnes concernées, expertes des sujets, qui viennent animer des thématiques, etc. Et au bout d'un moment, il y a des personnes qui nous disent « Ah, mais est-ce que vous faites pas ça pour les entreprises ? Il y en a vraiment besoin et tout. » Et donc là, on plonge dans le monde merveilleux de la diversité et de l'inclusion, en fait, et du côté entreprise, et de se dire, mine de rien, les entreprises, c'est quand même plus facile d'assurer des salaires qu'avec une plateforme d'éducation populaire sous un format qui n'est pas associatif. Donc, partant de là, en fait, voilà, on commence à structurer projet adapté et on échange avec des entreprises, avec des chefs d'entreprise, avec des DRH, etc. Et quelque chose qui revient beaucoup, c'est... En fait, pour nous, c'est important, la diversité et l'inclusion. On ne fait pas parce qu'on ne sait pas comment faire et on a peur de mal faire. Du coup, on ne fait rien. Et là, on se dit, ça, c'est pas qu'un problème de sensibilisation. C'est avant tout un problème de conseil et d'accompagnement. Et c'est comme ça que naît Projet Adelphité, donc mon entreprise,
qui devient une agence de conseil et stratégie en diversité, équité et inclusion. Et donc, on accompagne les entreprises dans non seulement la lutte contre les discriminations, qui est le pilier de base en fait, mais aussi la démarche vers l'inclusion. Donc, ça touche les questions de pratiques managériales, de qualité de vie au travail, évidemment de risques psychosociaux aussi, et de pratiques RH aussi en général. Voilà. C'est assez large en vrai. C'est assez large. Donc du coup, par rapport à l'agence, vous venez conseiller, donc c'est limite peu visible en fait. C'est-à-dire que c'est pas que de la sensibilisation auprès des salariés, c'est aussi tout, où ça peut toucher, où l'inclusion et la diversité peut toucher dans l'entreprise, dans les différents organes de l'entreprise, si j'ai bien compris. Exactement, donc on a 2 grandes parties. On a une partie effectivement sensibilisation où on en anime et on aide les entreprises à construire leur stratégie de sensibilisation. Ce qui est un véritable enjeu sur beaucoup d'entreprises qui ont je voudrais faire un sujet sur ça, et au final il n'y a pas de fil rouge, il n'y a pas de conducteur. Et donc la communication interne, elle est éclatée au sol. Parce qu'en fait, on peut pas raconter une histoire aux salariés de pourquoi on fait ces sensibilisations-là, parce que en fait, on a les idées qui pop. Alors que vraiment, c'est super important de réfléchir à l'histoire qu'on va raconter pour pouvoir engager les salariés. Et ça, c'est un des gros sujets en diversité, équité, inclusion. C'est l'engagement des salariés, notamment sur les questions de sensibilisation autour de ces thématiques. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un storytelling, en fait, autour des sensibilisations qu'on va mener. Ça, c'est la première partie. Et effectivement, la seconde partie, c'est toute la partie conseil. Et là, c'est effectivement assez large, puisqu'on travaille sur les cultures d'entreprise. Au-delà de créer des stratégies, diversité, équité, inclusion, on travaille sur la culture aussi. C'est quoi les valeurs de l'entreprise, comment ça se traduit au quotidien. On travaille aussi sur tout ce qui est processus RH, donc recrutement, évaluation, promotion, grille salariale. Typiquement, ça peut passer par, là, on a un client, on va les aider à structurer leur fonction RH avec cette perception, cet angle, cette prise de vue qui est l'inclusion. Et on fait enfin de l'accompagnement de projet via la conception inclusive. L'idée, c'est de créer des produits et des services qui vont vraiment toucher toutes leurs cibles. Je te donne un exemple. Tu vois les robinets automatiques? Mmh. Tu sais, tu passes la main dessous et l'eau coule normalement. Oui. Et je sais pas si ça t'est arrivé, mais en fait, beaucoup de ces robinets, ils fonctionnent pas correctement avec les pots foncés. Oui, et j'ai lu dernièrement qu'il y avait que c'était dans la fabrication même du robinet qu'il y avait un défaut. Exactement. En fait, c'est parce qu'on utilise de l'infrarouge. Et donc l'infrarouge, c'est une longueur d'onde, mais c'est une longueur d'onde qui est relativement grande. Et en fait, les pots foncés ont tendance à être plus froides en fait dans leur réflexion de la lumière, donc à être sur un certain champ de l'infrarouge, alors que les peaux blanches, enfin les peaux claires plutôt, ont tendance à être plus sur du chaud, sur de la chaleur en fait, parce qu'on on reflète pas la lumière de la même façon. Et donc l'infrarouge est plus orienté vers la chaleur, et donc vers les peaux claires. Pourquoi ? Parce que c'est pas le cas dans certains pays du monde. Par exemple, je pense en Inde, ça se produit pas, en Afrique, ça se produit pas, etc. C'est en Europe, plus généralement en Occident qu'on retrouve ça. Parce que, en fait, les ingénieurs qui ont designé les robinets se sont pas demandé est-ce que ça fonctionne avec toutes les carnations, parce que c'est des personnes blanches. Et elles étaient entre elles. Et elles ont pas testé, du coup. Et c'est là, en fait, tout l'enjeu de... Ils discriminent pas de manière volontaire, mais comme ils sont pas dans une démarche d'inclusion, ils se retrouvent à discriminer. C'est pour ça que moi, je sépare, en fait, le discriminer, ok, c'est cool, mais en fait, surtout, on veut inclure. Si on inclut, on est sûr de pas discriminer. Si on discrimine pas, c'est pas dit qu'on inclut. La différence n'est pas hyper explicite comme ça, mais vraiment ne pas discriminer, ça va pas suffire pour qu'une personne se sente incluse dans une structure. Et là, en fait, ça va être la même chose. Il n'y avait pas une intention de discriminer. Et en vrai, dans les faits, la plupart des situations de discrimination, de microagression, etc., ne sont pas du tout volontaires. On considère que plus de 70% de ces cas ne sont pas volontaires. Donc on n'est pas face à des gens qui sont méchants. On a fait une grosse erreur dans les années 70 en assimilant le comportement raciste au fait d'être une mauvaise personne. Parce que en fait, et je dis racisme parce que c'est celui qui revient le plus quand on parle de ces questions-là, mais en fait sur tous les sujets de discrimination. Mais tu vois, souvent, je pense que tu le vois, cette scène où tu dis à une personne blanche, ça c'était raciste, et qu'elle dit non, mais je suis pas raciste, je suis une bonne personne. Ouais. Voilà, ce trigger-là, c'est parce qu'on a vraiment associé le fait d'être raciste à tu es une mauvaise personne. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être une bonne ou une mauvaise personne.
puisque la plupart du temps, c'est involontaire. On se rend pas compte, en fait, parce alors évidemment, il y a le manque d'éducation, il y a plein de choses, hein. C'est pas pour excuser ces comportements, Oui. mais chercher à les comprendre, c'est ce qui va nous permettre, en fait, de les désamorcer et de réduire leur occurrence. Et donc, pour revenir à mes robinets automatiques, on est sur quelque chose d'inconscient, de non volontaire. Et donc, nous, notre job, c'est de venir, de comprendre le produit et de poser les bonnes questions pour s'assurer qu'on n'a pas loupé quelque chose. L'idée, c'est pas dire aux gens comment faire leur métier. Vraiment, c'est de comprendre et de les aider à faire mieux. Là, je t'ai donné un exemple industriel, mais ça marche pour les campagnes de communication, donc que ce soit en interne ou les campagnes de pub, donc en externe. Ça marche, on travaille avec le monde du jeu vidéo, donc ça va être revoir le design d'un personnage, par exemple. Bah là, typiquement, j'ai un client studio de jeux vidéo, et j'ai fait leur audit culture d'entreprise. Et donc, j'ai passé une semaine chez eux, et ils m'ont montré certains de leurs designs. Et il y a un design qui est magnifique, mais je leur ai dit, en fait, là, inconsciemment, sans vous en rendre compte, en gros, c'est un personnage de chevaleresse. Elle a des codes elle a une armure, code de maille, etc. Sauf que son armure, donc les blocs de métal, s'arrêtent à des endroits, et donc en fait, elle est couverte de codes de maille, donc elle n'est pas nue. Mais en fait, la cotte de maille, c'est comme si c'était sa peau, tu vois. Ok. Voilà, donc les plaques s'arrêtent juste au niveau des côtes. Et donc, du coup, c'est comme si ça renvoie cet imaginaire qu'elle serait nue, en fait. Et donc, je leur ai fait remarquer. Et donc, typiquement, ça, c'est du design inclusif. C'est de ne Ok. pas reproduire des stéréotypes, des préjugés. Et pourtant, en plus, c'est un studio qui cherche à bien faire. Enfin, ce qu'ils font, c'est trop bien. Ils font du gender swap et tout. Enfin, moi, j'adore tout ce qu'ils sont en train de préparer. C'est génial. Mais tu vois, même avec les meilleures intentions, tu loupes des choses. En fait. Donc, tu as besoin d'être accompagné par des personnes qui ont un regard extérieur, qui sont expertes du sujet aussi, et qui vont pouvoir te dire, attention, là, c'est ça l'image que tu vas renvoyer. Donc voilà, c'est tous ces sujets-là. C'est assez passionnant. Et donc, on a Ouais, vraiment un ça a l'air accompagnement très de A à Z. passionnant, ouais. En plus, je trouve que bah, la partie, tu nous disais deux parties, une partie conseil, une partie communication sensibilisation. Des fois, quand on est que sur la communication sensibilisation, bah, il y a un risque un peu de washing où en fait, quand tu creuses un peu du côté structuration de l'entreprise ou pratique, etc., qui n'est pas du tout aligné. Là, le fait d'arriver sur les deux pans et pouvoir voir la cohérence et qu'il n'y ait pas de couac justement dans l'histoire, comme tu le disais, c'est super important, quoi. Complètement. C'est vraiment essentiel, en fait, de chercher à construire une stratégie et pas de faire des actions ponctuelles, ne serait-ce qu'en question d'impact, et d'avoir vraiment de réussir, mais aussi en termes d'engagement des équipes, et aussi pour pas s'épuiser. Moi, j'ai arrêté de compter le nombre de fois où j'ai parlé avec des responsables diversité, équité, inclusion, qui me disaient on est épuisé, en fait. Je lance plein de trucs, mais ça ne fonctionne pas, j'ai pas d'impact et je suis en train de m'épuiser. Et quand on redescend un peu, en fait, il n'y a pas de stratégie derrière, il n'y a pas de vision. Et donc, je teste plein de choses. C'est un peu comme l'entrepreneuriat, où tu sais, au début, t'es un peu en mode poulet sans tête, t'as envie de tout faire, et tu veux les meilleurs outils et tout, tu veux faire ton offre hyper complexe, tu veux avoir un site hyper détaillé, hyper canon, alors qu'en fait, le plus simple c'est, mais ta vision est claire, le mieux ça sera, en fait. Vraiment, c'est ça, itérer, tu vois, par exemple, sur la féministérie, moi, si je recommençais de zéro, quelque chose clairement que je ferais, je m'embêterais pas à faire un site. On a perdu 4 mois avec ça, en fait. Moi, je ferais un calendrier. Tu vois, là, un calendrier, un zoom, boum, c'est plié, compte Instagram, c'est fini. On se prend pas plus la tête que ça. Et en fait, on peut se concentrer donc sur la stratégie de communication, la stratégie éditoriale aussi des ateliers et tout. Et l'offre, en fait, de la faire grandir et s'assurer de maximiser ses chances de faire en sorte que la structure fonctionne. Sur projet Adelphité, quelque chose que je ferais directement, où je me prendrais pas la tête, c'est que je me dirais, en fait, j'organise des webinaires en ligne. Ça, c'est quelque chose que je veux déployer là à la rentrée de septembre. Mais ces webinaires en ligne, les gens laissent leur mail, leur numéro de téléphone, ou à minima leur mail. Là, j'ai un lead magnet qui a un diagnostic maturité pour la D&I. Ça marche très bien. Les gens laissent leur numéro de téléphone, leur mail, et je les appelle ensuite. Et le rendez-vous se prend super facilement parce que les gens ont vraiment montré un intérêt. Ça, c'est quelque chose que je ferais, tu vois, directement. Peut-être que je m'embêterais pas à faire un site tout de suite, ou alors je ferais une page Notion. Tu vois, vraiment quelque chose de beaucoup plus simple, générer de la trésorerie, pouvoir me payer le plus vite possible pour relâcher en fait ce stress-là, parce que c'est hyper stressant d'être instable financièrement.
Et ensuite, une fois que j'ai de la trésorerie et que voilà, j'ai constitué ma trésorerie, que je peux me payer sereinement, là, je commence à faire des investissements, en fait. Ça, je sais le faire parce que j'ai 3 ans et demi d'entrepreneuriat dans Ouais, les pattes. c'est l'expérience qui le dit, quoi, Exactement. après. Et là, vraiment, quelque chose que je cherche à faire, c'est simplifier. On enlève les grosses couches qui sont pas efficaces et on cherche à tout simplifier. Et le plus simple, c'est souvent le plus efficace. Carrément, carrément. Mon expérience entrepreneuriale me l'a dit aussi. Et du coup, j'ai fait un burn-out l'année dernière. Et là, j'ai totalement simplifié mon approche, surtout du fait que j'attends un enfant. Donc, je savais que cette année allait être particulière. Et en fait, on voit que ça fonctionne très bien, même mieux, Complètement. et que ça préserve notre énergie et qu'on arrive à mettre notre énergie au bon endroit. Tout le monde est gagnant, les clients sont gagnants, on est gagnant. Donc, C'est ça. parfait. Exactement. Non, non, Pas c'est hésiter à clair. appuyer sur le recyclage de contenu. C'est Mm. écolo en plus, c'est très bien. Mais vraiment, j'en parlais avec une amie entrepreneur il y a 2 jours et on parlait de sa stratégie de contenu. Elle me disait ah je voudrais poster sur ça, sur ça. Je fais c'est simple. Est-ce que ce contenu tu peux l'utiliser sur d'autres plateformes? Si tu peux pas l'utiliser sur d'autres plateformes, ça vire. Ça dégage, c'est pas la peine en fait. Parce que tu perds du temps et tu dois passer 20% de ton temps en création, 80% de ton temps en communication en fait. Enfin en Ah ouais, non, publication et le partager, ouais. etc. Et créer des conversations, parce que c'est ça finalement qui vient créer le business derrière, quoi. Complètement. Carrément, Et totalement c'est un raison. vrai challenge de faire preuve de régularité, je trouve. Oui, ça c'est sûr. Je suis contente manager, je le fais pour les clients, je le fais pour moi-même. Après, je fais comprendre aussi, justement, ce qui est pas facile, hein, parce que quand un client confie sa gestion de contenu et notamment son community management, il va vouloir faire ce que lui n'arrive pas à faire tout seul, etc. Et quand on lui propose moins, il dit oh mais quoi, justement j'externalise pour faire beaucoup. Et en fait, non, c'est mieux de faire juste et d'aller atteindre les résultats que d'inonder de plein de contenu et de pas avoir le lien entre contenu et business, quoi. Parce que souvent ils se perdent dans un truc un peu influence, alors que c'est un business et que du coup on n'est pas obligé de suivre toutes les trends et, et tous les trucs à soi. Complètement. Il vaut mieux, c'est la théorie des 1000 fans, ça. Il vaut mieux avoir 1000 personnes qui vont acheter tout ce que tu sors plutôt que 10 000 personnes et il y en a pas une seule ou il y en a 100 sur les 10 000 qui vont acheter ce que tu sors. Carrément. Ouais, non, c'est clair. Cette amie entrepreneuse, elle a 2000 abonnés. Je disais, mais vu ta niche, si les 2000 personnes sont qualifiées, mais en fait, t'es assis sur un nid d'or, quoi. Enfin, sur un tas d'or, plutôt. Et oui, hein. Non, mais c'est clair. Et j'ai même vu, vu que j'avais pas l'énergie pour faire beaucoup de contenu, j'en ai fait vraiment très très peu. Et j'ai beaucoup plus travaillé le relationnel en off, enfin, non visible. Et ça m'a apporté beaucoup plus de chiffre d'affaires que de faire plein de contenu. Complètement. Donc même si c'est mon métier de base, forcément, je vois l'équilibre qu'il faut essayer de trouver entre l'énergie dépensée à faire énormément de contenu et l'énergie dépensée à être dans le relationnel et à faire fructifier les relations qui sont déjà en cours, quoi. Donc c'est important d'avoir un peu de recul sur ça. C'est vrai que ça change la vie. Euh, donc tu crées cette agence après enfin, du coup la période un peu du confinement, etc. Est-ce que ta vie d'avant, ta vie d'avocate, comment aujourd'hui tu l'utilises dans ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu vois des liens qui sont faits dans ton activité qui a l'air totalement différente? Ah, c'est une super question. En vrai, il y a énormément de liens parce que dans les 2 cas, c'est des métiers de conseil. Dans les 2 cas, c'est créer une relation de confiance avec le client parce qu'on parle de sujets délicats, sensibles. Dans le cabinet où j'étais, on travaillait beaucoup avec des PME. Et forcément, si on travaille beaucoup avec des PME, ça veut dire qu'on travaille avec des familles ou des personnes qui ont fondé ces entreprises, donc il y a des sujets hyper sensibles au rapport à l'argent, par rapport à ça. Donc il y a vraiment une relation de confiance déjà. Tu vois, ce cabinet, moi, je suis très critique de leur méthode managériale, mais je reconnais qu'en termes de business, ils sont exceptionnels. Enfin, j'ai rarement vu un cabinet d'avocats être aussi
moderne sur son marketing, sur sa communication. Enfin, ils ont eu une approche très start-up, et d'ailleurs, c'est un des seuls cabinets qui a été classé dans les start-up avec les meilleurs taux de croissance, etc. Ce qui arrive jamais en cabinet d'avocat. Et sur ça, ils sont exceptionnels. Et sur la qualité de ce qu'on présente, enfin de ce qu'ils présentaient et de moi ce que je présente, clairement, ils m'ont influencé. Je pense pas que j'aurais la qualité de ce que je présente si j'avais pas été formée, même si j'avais pas beaucoup de boulot, mais de voir mes collègues faire, de voir moi aussi certains sujets. Ouais, il fallait que les présentations soient agréables, soient dynamiques et que ça soit pas rébarbatif. Et ça, faire de la fiscalité quelque chose de non rébarbatif, c'est quand même un sacré challenge. Même si t'es avec des gens dont c'est le métier, etc., ça peut vite devenir pénible. Et il y avait vraiment un enjeu là-dessus. Enfin, en tout cas, pénible. Ça peut être vite difficile de suivre. Donc sur ça, oui, clairement, en fait, la gestion du temps, la gestion de la relation client, la gestion des deadlines, etc. Enfin, c'est le même métier, hein, sur ça change pas. Ouais. Moi, je dis beaucoup, j'ai pas changé de métier, j'ai changé de spécialité. Le droit me sert aussi énormément parce que on a un cadre légal sur la question de la lutte contre les discriminations en France qui est, à mon sens, l'un des plus complets au monde. On est quand même le pays avec la liste de critères la plus longue. On a 26 critères de discrimination. Au niveau de l'Europe, on n'en a que 12, par exemple, au niveau de l'Union européenne. Et il y en a plein de pays qui sont en dessous de 10. Donc en France, on en a 26, potentiellement 27. Ah bah non, ça a sauté maintenant, parce qu'avec la dissolution de l'Assemblée, mais il y avait des discussions pour faire rentrer la notion de discrimination capillaire. Donc on aurait eu un 27e critère. Donc voilà, on a quelque chose qui est... on a un cadre légal, il y a des obligations de formation des managers et des équipes aussi sur ces thématiques-là. En fait, non seulement les employeurs doivent intervenir lorsqu'il y a des situations de harcèlement, de discrimination. Déjà ça, ils le captent pas nécessairement parce que la notion de harcèlement discriminatoire est pas encore très bien connue. Mais en plus, ils doivent prévenir ces situations-là. Donc ça implique de former. Ça implique notamment et surtout de former et de prévoir le plan d'action. Et la procédure si ça se produit. Et donc on a un cadre légal qui est super bien, mais qui reste complexe. En plus, on touche au RH. Le droit social est une matière qui est extrêmement complexe. Et c'est pas pour rien que, pour le coup, le droit social dans son quotidien, c'est pas une matière que j'aurais aimé pratiquer. J'ai des amis qui aiment beaucoup, mais moi, quand je devais ouvrir un code de la sécurité sociale, j'avais déjà des sueurs froides parce que c'est un des codes les plus horribles. Les gens, ils me disent, non, mais le code général des impôts, il est horrible. C'est une partie de plaisir comparé au CSS. En plus, ça s'appelle CSS, donc déjà, tu vois, le nom te donne pas envie. Le code de la sécurité sociale, en fait, c'est que des renvois vers les autres textes. Les textes ne font que se renvoyer. Et donc, c'est un véritable labyrinthe. C'est Astérix et les 12 travaux, là, avec la maison des fous. Franchement, c'est la même chose. Enfin, pour moi, chaque fois que j'ai ouvert le CSS, je veux dire, je veux même pas le dire correctement, le CSS, enfin, en tout cas, on l'ouvre pas directement, on va sur Légifrance, bien entendu, tout est dématérialisé. Mais à chaque fois, je suis en mode, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Une préparation mentale avant même. Il y avait clairement une préparation mentale, exactement, en me disant, bon, je vais quand même aller checker les articles d'analyse et de doctrine qui expliquent le texte. Juste, et une fois que j'aurai lu ça, que j'aurai compris, je vais retracer le texte et m'assurer que je comprends la même chose. Mais oui, donc la partie connaître le droit, être à l'aise, savoir faire des recherches juridiques, etc., alimente aussi beaucoup mon expertise, mon quotidien. Et en plus, au-delà de ça, l'autre chose que j'utilise, c'est mine de rien, le fait d'avoir été avocate, ça active un biais d'autorité. J'aime pas du tout le faire. Je le fais, le moins je le fais, le mieux je me porte. Mais il y a certains cas où c'est nécessaire et c'est vrai que ça donne une assise et les gens écoutent mieux ce que je dis. Donc c'est très frustrant parce que j'aimerais bien quand ça s'appuie pas sur les diplômes. Mais voilà, les gens en fait projettent un certain imaginaire sur moi quand je dis que j'ai été avocate. Et il y a des moments, et en fait la plupart du temps, c'est utile. Cet imaginaire-là, en tout cas, il marche en ma faveur la plupart du temps. Ouais, ok. Ok, donc ouais, effectivement, il y a énormément de liens et ça, c'est venu te donner plein d'outils et plein de clés pour faire un projet qui, du coup, fait plus sens avec ce que tu penses et ce pourquoi tu milites. Et justement, cet aspect, je voulais parler de cet aspect en militant. Mm-hmm. Toi, tu te considères comme militante à travers ces projets-là.
à travers le projet de cabinet et à travers le projet qui est plus à destination des citoyens? C'est une très très bonne question. La féministerie, il y avait clairement une démarche militante derrière. Sur projet Adelphité, c'est différent dans le sens où il y a des clients qui vont pas être à l'aise avec ça, donc il faut savoir parler en fait à tout le monde. Ceci dit, moi je pense que la diversité, l'équité et l'inclusion, ce sont des sujets politiques. Parce qu'on parle, la politique à la base, c'est la vie de la cité. Et donc s'assurer que tout le monde se sente bien, se sente inclus, incluse, bah, qu'est-ce qu'il y a plus que de politique que ça en fait? Il y a toute une différence sémantique entre être militant, militante ou activiste. Moi, je pense que je suis plus... Je sais plus, là, je sais qu'il y a un degré, tu pourras couper ça parce que franchement, là, voilà, mais il y a une différence sémantique entre militantisme et activisme. Moi, je sais qu'en sensibilisation, quasiment toujours, il y a des gens qui vont me reprocher que je suis trop engagée. Qu'en fait, il y a un discours militant, etc. Et je pense que oui, c'est fort, fort probablement le cas. Et en fait, ça va dépendre des sensibilités de chaque personne. Pour des personnes qui considèrent qui ont ce biais ou de justice, en fait, ou en fait, qui considèrent que le système est comme ça parce qu'il est juste. Et donc, tu vois, il y a un peu la pensée circulaire là-dessus qui se crée de, bah, en fait, c'est comme ça parce que le système est juste et le système est juste, donc, bah, c'est ok que ça soit comme ça. Et donc, bah, forcément, moi, je lutte contre le statu quo. Je cherche à faire évoluer les choses. Nécessairement, en fait, l'étiquette de militantisme ou d'activisme est très facilement attribuée. Parce que, bah, à partir du moment, dans l'imaginaire des gens, le statu quo est neutre. Alors qu'en fait, il n'est pas du tout neutre, le statu quo, il est éminemment politique aussi. Mais comme on est habitué, bah, en fait, on le voit plus comme politique. Alors que les gens qui veulent faire changer les choses, qui veulent les faire évoluer, bah, en fait, on n'est pas neutre. Enfin, on n'est plus identifié comme neutre. Et donc, on est identifié comme militant, militante, activiste, etc. Oui, je pense que par mes prises de position, je le suis nécessairement, en fait. Les gens viennent bosser avec moi aussi parce qu'ils savent que je suis engagée, en fait. Ça va être ça ma réponse, tu vois. Est-ce que je me le suis considéré comme foncièrement comme tel? Pas nécessairement parce que je connais des amis et des gens de mon entourage qui sont beaucoup, beaucoup plus radicaux que moi sur ces questions-là et qui nourrissent ma réflexion aussi énormément. On a besoin de radicalité pour faire avancer les choses. Moi, je me considère comme un relais, en fait, du travail militant, du travail sociologique au sein des entreprises ensuite. Ok. À mon sens, une des grosses erreurs de la gauche, parce que pour moi, on peut pas faire de la diversité, équité, inclusion en étant de droite. On le fait pas bien. Si on est de droite, c'est qu'on a loupé quelque chose dans les analyses, en fait. Il y a des gens qui en font, qui sont de droite ou de centre. Je pense qu'ils ont loupé quelque chose dans cette situation, parce que la DEI, c'est pas une matière de statu quo, en fait. C'est une matière pour faire bouger les choses. Et à partir du moment où on est sur une démarche de progrès, on peut pas être au centre ou à droite. On est nécessairement à gauche. Mon analyse, ma position, ça n'engage que moi. Et donc, je suis pas aussi radicale que d'autres personnes, clairement. Je suis très à l'aise avec ça. J'ai fait ma paix sur le fait que bah, moi, j'ai une famille de droite, donc il y aura toujours un petit bout de moi qui sera pas toujours super serein face à la radicalité profonde et tout. Mais je sais que pour d'autres personnes, je suis profondément radicale, en fait, et profondément militante. C'est vrai. C'est des curseurs, en fait, qui fonctionnent, qui dépendent des gens, de leurs valeurs, de leur histoire, etc. Et moi, j'ai fait... Face à qui, exactement? Et moi, j'ai fait ma paix avec ça. Je le dis souvent en sensibilisation, je suis pas là pour convaincre. Je suis là pour donner des informations, en fait. Je suis là pour vous délivrer des connaissances, que ce soit en termes du cadre légal, en termes de cadre sociologique, de psychosociologie. Mais je ne suis pas là pour vous convaincre, en fait. C'est pas mon job. Dans les entreprises que tu accompagnes, est-ce qu'il y a un profil qui s'intéresse beaucoup plus à ces sujets-là? Est-ce que tu sens une frustration que ce soit toujours le même profil, ou comment toi tu vois les choses, enfin, comment tu constates les collaborations que tu as pu avoir? Tu peux nous en parler un petit peu? Également, c'est une super question. Moi, j'ai la chance de travailler avec tout type d'entreprise. Tout type de secteur, quelle que soit la taille. Bah, le client dont je te parlais, ils sont une vingtaine, mais je travaille avec des PME, des ETI de plusieurs centaines de salariés, voire plusieurs milliers. Je travaille aussi avec des grands groupes. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les enjeux et la façon d'aborder les choses vont pas du tout être les mêmes. Personnellement, je fais beaucoup plus d'argent avec une TPE qu'avec un grand groupe, proportionnellement, hein, on s'entend.
Mais par rapport au nombre de salariés, en fait, indirectement, c'est parce que, par exemple, pour une TPE, là, ce client dont je parlais, je vais les aider à structurer leur fonction RH. Donc, en fait, c'est pas du tout le même budget qu'un autre client qui est une ETI. Là, on discute pour que ils vont refondre, ils vont créer leur grille de compétences. Donc, ça, c'est quelque chose d'hyper important qui est très pivot dans les fonctions RH. Parce que ça fait les grilles de salaire, ça influence sur le recrutement, ça influence sur les évaluations, les promotions, ça influence sur les grilles de salaire, je l'ai dit, et ça influence sur les parcours carrière. Donc, tu vois, c'est vraiment hyper pivot, en fait, la notion de grille de compétences. Et en fait, je vais les accompagner potentiellement en discussion là-dessus sur relire, en fait, de faire la gestion de projet un peu dans la conception inclusive, en fait, et de s'assurer qu'on loupe pas des choses, que eux ne loupent pas des choses. Donc, en fait, c'est pas du tout les mêmes approches. Le travail, enfin, si c'est un peu les mêmes approches et les mêmes méthodologies qu'on va chercher à mettre en place, adaptées à la structure, bien entendu, parce que je ne crois pas au fait d'imposer quelque chose. Il faut que ça fonctionne par rapport à la culture d'entreprise. Acheter un outil, payer un service pour pas s'en servir parce que ça correspond pas aux besoins, ça sert à rien et c'est pas ma philosophie. Donc, j'ai une méthodologie qui, je sais, fonctionne, je m'appuie sur la science, mais qui va s'adapter. On va pas proposer les mêmes résultats selon les enjeux de la structure, en fait. Et l'idée, c'est de s'adapter aussi aux stratégies, au budget, etc. Ça, tu vois, ça vient de l'avocature aussi pour moi de m'adapter au budget, parce que dans la déontologie des avocats, à la base, le métier d'avocate, c'est un métier qui est pro bono. C'est un métier qui n'est non lucratif. C'est pour ça que c'était des personnes très aisées qui faisaient ces métiers-là. Et nos clients nous donnaient ce qu'ils pouvaient nous donner. Et puis bon, la société a changé. Et tant mieux sur ça, parce que c'est un métier qui s'est ouvert quand même à d'autres classes sociales que les personnes qui pouvaient se permettre de pas avoir des revenus tout le temps. Mais on doit prendre en compte l'état de fortune du client. Et ça, c'est quelque chose que tu vois, je remets dans ma pratique, dans la façon dont je fixe mes tarifs, dans la façon dont je travaille avec les entreprises, selon la taille, etc. Donc pour répondre à ta question, je travaille avec tout type d'entreprise. Il n'y a pas un profil type. Le profil, à la rigueur, qui revient, c'est des gens qui ont envie de faire changer les choses. C'est des gens qui savent qu'ils et elles maîtrisent pas tout sur ces sujets-là. Il y a beaucoup de gens qui viennent de l'opérationnel, surtout quand on est dans les grands groupes. Donc c'est des gens qui ont compris certaines mécaniques sociologiques. Alors on va avoir différents types de profils, justement. T'as les gens qui vont vachement s'éduquer, se former, mais qui vont pas savoir comment mettre en place la feuille de route, ou qui sont un peu paralysés parce qu'ils ont peur de louper quelque chose. T'as d'autres gens qui savent globalement créer des plans, parce que c'est leur métier à la base, mais qui ont peur veulent avoir d'autres idées, qui veulent avoir un peu du benchmark de qu'est-ce qui est fait dans d'autres entreprises, etc. Donc, qui ont besoin de se rassurer en voyant ce qui est fait à côté. Tu vois, donc, t'as un peu tous les profils. Moi, j'aime bien travailler avec tous ces profils-là parce que ça me permet de tester plein de choses différentes, en fait, et de m'adapter aux personnalités, aux entreprises. Non, pour moi, c'est plutôt les profils sur lesquels on est, c'est les profils des entreprises qui veulent rien faire, qui sont persuadés que tout va bien, etc. Alors qu'en fait, quand on a les témoignages, on sait que c'est un carnage. En termes de culture d'entreprise, on est sur un truc ultra toxique. T'as les entreprises qui sont ce qu'on appelle des early adopters, qui ont déjà fait plein de choses. En grand groupe, par exemple, je vais penser à L'Oréal, tu vois, qui fait partie des groupes les plus avancés au monde sur ces questions-là. Alors, tout n'est pas parfait, bien entendu. De toute façon, la DEI, c'est un travail de toute une vie, donc ce sera jamais parfait. Comme je vais citer Tocqueville, il disait que plus on réduit les inégalités, plus celles qui restent nous deviennent insupportables. Alors je le paraphrase, c'est pas exactement les mots qu'il employait, mais donc en fait, ce qui fait que c'est pour ça qu'en fait les générations qui viennent, et notre génération aussi, mais encore plus celles qui viennent, sont encore plus exigeantes que nous et que nos parents et que nos grands-parents, parce qu'on a réduit les inégalités. Les femmes ont les mêmes droits au niveau légal que les hommes. Les personnes racisées ont les mêmes droits que les personnes blanches. Voilà, donc on est sur quelque chose où au niveau légal, il n'y a plus d'apartheid en fait. En tout cas, en France, aux États-Unis et dans la plupart des pays d'Europe. Enfin, la plupart des pays d'Occident, parce que après on va rentrer sur d'autres considérations politiques. Mais voilà, on a une égalité de droits, mais on n'arrive pas à avoir l'égalité dans les faits. Donc c'est des choix politiques qui sont faits derrière. Mais comme on a vu réduire beaucoup les inégalités, en fait, celles qui restent sont vraiment insupportables, parce qu'on sent qu'on est proche, mais en fait la distance paraît encore plus importante. Voilà, c'est plus fin, c'est plus insidieux surtout en fait, la façon dont ces inégalités s'expriment, et donc elles sont encore plus difficiles à supporter, elles sont moins justifiables en fait.
Parce que on est dans une société où on dit les hommes et les femmes sont égaux. Les personnes noires, les personnes asiatiques, les personnes arabes, maghrébines et les personnes blanches sont égales. Sauf que on dit ça, mais en fait le discours il est pas transmis dans les faits. Donc c'est pour ça que c'est insupportable en fait. Alors qu'il y a 50 ans, on disait les hommes sont supérieurs aux femmes. Donc c'était insupportable, bien entendu, c'est insupportable. Mais de ce fait, c'était proche de la réalité, en fait, ça correspondait à la réalité, et donc on pouvait s'en accommoder d'une certaine façon. Alors que là, d'avoir cette dichotomie entre le discours et les faits est insupportable. Donc pour moi, voilà, il y a différents types d'entreprises. Il y a les early adopters, ceux qui ont fait plein de choses et tout. Je parlais avec certaines entreprises, je pense aussi en plus petite taille, en start-up, à Open Classroom, qui a fait un travail mais exceptionnel sur ces thématiques-là. J'ai eu la chance d'avoir Audrey Hiver dans le podcast de Projet Adelphité, donc qui s'appelle Inclusivement Vôtre, c'est le moment pub. Et Audrey, c'est exceptionnel ce qu'elle a mis en place. Je suis sortie de là en me disant, j'ai des choses à apprendre de cette femme. Et c'est pas tous les 4 matins que dans ma spécialité, je rencontre des gens en me disant, et notamment des gens en entreprise, en me disant, cette personne a des choses à m'apprendre et en fait, je veux m'inspirer d'elle pour être encore meilleure pour mes clients. Donc là, t'as des entreprises qui sont exceptionnelles, qui ont vraiment fait un taf incroyable là-dessus. Encore une fois, tout n'est pas parfait. Franchement, top notch, quoi. C'est les meilleurs de la classe. Et t'as ceux qui essayent de mettre des choses en place, qui tâtonnent, mais c'est le gros, hein, c'est la loi de Gauss, c'est le gros la plupart des gens. On tâtonne, on a essayé de mettre des choses en place, on a mis en place une politique handicap, mais ça marche pas super bien, parce qu'il y a encore plein de préjugés, parce que les gens osent pas déclarer leur QTA. Il y a des choses qui ont été mises en place sur égalité femmes-hommes, mais c'est des entreprises d'ingénieurs. Et sauf qu'on n'a pas beaucoup d'ingénieurs qui sortent des écoles, donc on est sur un cercle, et c'est un peu les premiers qui vont s'y mettre, qui vont rafler tout et qui vont prendre de l'avance, et cette avance ne va faire que se creuser. Voilà. Donc pour moi, on a un peu 3 typologies d'entreprises. Moi, je bosse essentiellement avec le gros, ceux qui veulent bien faire et qui savent pas comment faire, mais on va y arriver ensemble. Et tu penses que c'est une sensibilité du dirigeant, du chef d'entreprise qui impulse ça? Comment tu le ressens, toi, sur les entreprises qui ont une sensibilité à vouloir mieux faire, à vouloir s'impliquer sur ces sujets-là? Alors clairement, ça dépend de la taille des entreprises. Plus on est sur une petite entreprise, plus l'implication des dirigeants, des dirigeantes est fondamentale pour pouvoir faire quelque chose. Mais je vois aussi des entreprises où les dirigeants, dirigeantes sont hyper impliqués sur ces questions, mais en dessous, où le reste du COMEX, du CODIR, le middle management, ça leur parle pas autant. Et donc en fait, tu te retrouves avec un goulot d'étranglement et vraiment un blocage. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein de politiques DEI qui fonctionnent pas bien, parce qu'on n'embarque pas le middle management. Et c'est ça qui bloque en fait. Parce que le middle management, c'est les gens qui vont faire vivre au quotidien ta politique DEI. Et si tu les embarques pas, tu peux avoir un top management hyper à fond, des salariés qui le demandent, middle management bloque, goulot d'étranglement, il n'y a rien qui changera dans ta structure. Oui, on a besoin du top management qui s'embarque, mais moi je bosse avec des gens, en tout cas je suis en discussion là par exemple avec des ESN ou quoi, top management, ils y recourent plus à la question de la DEI parce qu'ils sont des blocages. Ils sont en mode, en fait on a essayé des trucs, ça fonctionne pas, par exemple pour recruter, ils galèrent, ok on va changer de méthode, on va tester un autre truc. Et moi j'ai envie de dire, sur un certain nombre de sujets, je suis beaucoup en mode, on change les process et après on fait évoluer les humains. Dans un certain nombre de cas, changer les processus, c'est plus simple que de faire évoluer un être humain. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose de concret pour embarquer. Complètement. Il faut le faire changer dans le concret parce que faire des grands discours et tout, c'est important pour nous et tout. S'il y a rien qui change dans les faits, en fait, c'est du bullshit. Enfin, les gens, ils savent que c'est de la poudre de perlimpinpin. Ils le savent, en fait, ça finit par se savoir. T'as des structures qui mettent la bienveillance c'est important pour nous, ces questions-là c'est important pour nous, et puis tu parles avec des salariés et en fait c'est un carnage. Non, c'est clair. Dans le cabinet, justement, tu disais que tu as créé ce projet avec plusieurs personnes. Comment ça se passe à l'intérieur? Comment vous répartissez les rôles? Est-ce que tu peux nous dire un peu les dessous du projet ADHD? En fait, je ne vais pas pouvoir répondre à ta question parce que maintenant je suis solo, en fait. Okay. Mes associés sont repartis dans la vie salariale. Et donc voilà, je suis solo avec une personne en alternance et à partir de septembre-octobre, une freelance pour me soutenir, pour bosser à 2 et puis à terme
selon comment ça se goupille, parce elle va s'installer quelque temps à l'étranger. Je lui ai dit, si tu passes plus de 6 mois, en fait, le CDD, CDI, ça va être très compliqué à gérer. Donc, tu me dis, soit c'est moins de 6 mois dans un autre pays que la France, soit c'est freelance, parce que je n'ai pas la bande passante pour gérer un contrat à l'étranger. En fait, c'est trop compliqué. Ouais, bah oui. Voilà, j'ai été transparente là-dessus. Quand t'es solo, en fait, c'est hyper compliqué. Il faut faire des choix. Moi, je suis en faveur d'embaucher les gens parce que je considère que c'est important d'avoir le droit du travail qui protège, etc. Je pense que j'étais un peu échaudée de l'avocature sur ça. Mais il y a des moments, en fait, elle fait un choix de vie que moi, je peux pas suivre. En fait, il faut qu'on prenne une décision ensemble. Et elle a choisi d'être en freelance pour le temps à venir. Puis on verra la suite, ce que ça donne pour du côté de projet Adelphité, des perspectives de croissance, etc. Ok, top. J'ai une question sur après ce choix-là qui est venu de tout ce que tu as pu apprendre par rapport au sujet au tout départ du féminisme, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es complètement aligné avec ce que tu fais? Ça correspond vraiment aux attentes d'un projet pro qui a du sens pour toi. Est-ce que tu penses qu'il y a une marge de manœuvre? Est-ce que tu attends plus? Est-ce que tu as d'autres ambitions par rapport au développement de tout ça, que ce soit encore plus en phase avec tes combats? Comment tu te positionnes aujourd'hui? En fait, c'est l'entrepreneuriat, tu sais, t'as des hauts et des bas. Il y a des périodes où c'est l'enfer, quoi. Il y a des périodes où tu te dis, mais pourquoi je me fais chier, quoi. Je sors d'une période comme ça, c'est pour ça que j'en parle. J'ai passé, je pense, 1 mois. J'étais très fatiguée, j'avais fait beaucoup de déplacements. J'ai beaucoup enfin, la plupart de mes contrats, c'est des gros contrats. J'ai cette chance, ça c'est trop bien, mais ça prend du temps. Et quand t'as un gros contrat qui te lâche, que tu devais signer, mais en fait tu peux pas pour X ou Y raison, c'est pesant en fait, c'est dur. Tu remets tout en question. Et donc là, je sors d'une période comme ça, donc tu vois, je suis un peu en mode, ouais, l'alignement là ces derniers temps, en fait, il était un peu brinque-ballé par l'instabilité financière que ça impliquait. Là aujourd'hui, je me sens alignée. Là, c'est en début de semaine, ces derniers jours, ça allait mieux. Voilà, il y a des choses, je sais pas, parfois, tu vois, ça revient, tu sais pas trop ce que t'as fait, les conversations que t'as eues, mais il y a des choses qui se décantent, tu te reposes un peu, tu prends de l'air, tu sors un peu de ta bulle entrepreneuriale, tu parles avec d'autres gens ou tu parles avec des gens et tu crées d'autres projets, et en fait, ça relance la machine. Moi, je sais que je suis très alignée dans ce que je fais. Je suis très à l'aise avec le fait de dire que j'ai envie de bien gagner ma vie, de gagner pas mal d'argent avec ça, parce que pour moi, un projet de gauche, en fait, c'est pas que tout le monde soit dans la merde et nivelé par le bas. Pour moi, c'est de faire en sorte que tout le monde aille bien. En soi, prenons un exemple extrême, il n'y a pas de problème à ce qu'il y ait des milliardaires à partir du moment où tout le monde vit bien, a un logement décent, mange à sa faim, etc. Mais évidemment, si on est dans cette situation-là, il peut pas y avoir de milliardaires. Mais tu vois, pour l'exemple, en fait. Il y avait j'ai des collègues qui on parle de cette dichotomie parfois qu'il y a entre nos valeurs, entre ce qu'on pitch aux clients. Et en fait, je pense que ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu de savoir qu'il va y avoir cette dichotomie parce que c'est quoi le but derrière, en fait? Le but derrière, c'est de faire changer les choses. Évidemment, ce qui compte, c'est de rester vrai par rapport à soi-même, hein. Et tout, c'est pas de se trahir, d'accepter des choses qu'on trouverait inacceptables parce que c'est là où on se perd et on se désalign, à mon sens. Mais ça va être ok, en fait, cette formulation-là, typiquement, sur l'approche de projet Adelphité dans la lutte contre les discriminations, moi je parle d'approche multidimensionnelle. Je parle pas d'approche intersectionnelle. Alors qu'en vrai, multidimensionnel, c'est encore plus radical qu'intersectionnel, mais il est pas connoté du tout comme mot en France. Alors qu'intersectionnel est connoté négativement. Je parle d'intersectionnalité quand je sais que je suis avec des clients qui partagent mon analyse, ma vision, etc. Sinon, je fais attention au vocabulaire que j'emploie. Et en fait, ouais, c'est un peu en mode cheval de Troie. Mais moi, je considère qu'une grosse erreur de la gauche dans ces 40 dernières années, c'est d'avoir abandonné le terrain des entreprises, en fait. Parce que c'est là qu'en fait, les humains passent la plupart de leur temps éveillés. Et donc, on doit être là sur le terrain pour partager les idées, pour demander à avoir un bon traitement, en fait, un traitement d'égalité et d'équité. En fait, parfois, il faut être un peu cheval de Troie et adopter le discours de la personne en face. De toute façon, n'importe quelle entreprise, t'es obligé d'adapter les codes, d'adopter
d'adapter tes codes et d'adopter un minimum ceux de la personne en face de toi pour qu'elle se sente entendue. Moi, en ce moment, je réfléchis beaucoup au fait à ce que c'est d'écouter vraiment les gens. Parce qu'écouter les gens, c'est, à mon sens, en tout cas là où j'en suis dans ma réflexion, écouter les gens, pour moi, c'est leur faire sentir qu'ils sont entendus. Ça veut pas dire être d'accord. Ça veut pas dire que ça va nécessairement te faire changer d'avis sur certaines choses, mais faire en sorte que les gens soient entendus. Et je pense qu'on a un vrai sujet de communication dans la société en général là-dessus. Moi, la première, je sais pas toujours bien écouter les gens, pour différentes raisons liées à mon histoire, etc. Mais je sais que c'est quelque chose sur lequel je veux travailler, et je sais qu'en plus, bonus, c'est mieux pour ma vie personnelle, et ça me rend meilleure à mon job. Donc oui, parfois, on va avoir un discours commercial qui est un peu plus lisse, on va faire attention aux mots qu'on emploie, on va faire preuve de moins de radicalité, mais ça fait partie du jeu, et en fait, ce qui compte, c'est de faire évoluer les choses. Peu importe le vocabulaire qu'on emploie est important. Par exemple, il y a des choses sur lesquelles je vais pas transiger, par exemple le fait d'avoir une écriture qui va être la plus inclusive possible, et ça veut pas nécessairement dire passer par le point médian. Mais si je travaille sur des annonces, on va réfléchir à comment on rend le langage épicène, qui va parler à tous les genres. Ça, c'est un truc sur lequel je vais être intransigeante. Mais parce que j'ai les stats aussi qui me permettent de montrer qu'en fait, il faut le faire. Voilà. Si on va avoir des équipes diversifiées, il faut travailler sur ça. Donc tu vois, en fait, c'est sur quoi je peux lâcher, sur quoi je vais rester intransigeante, parce que je sais que c'est meilleur pour l'entreprise aussi, en fait. Que j'emploie intersectionnalité, multidimensionnalité, potato, potata. Pour moi, c'est, je sais ce que ça veut dire derrière, et je sais que ça évite de braquer les gens quand je parle d'approche multidimensionnelle qu'approche intersectionnelle. Bah très bien, ça évite de braquer les gens. Good, avançons. Avançons ensemble, trouvons le terrain d'entente, le vocabulaire commun, et mettons-nous d'accord sur les objectifs. Et moi, je ferai en sorte qu'on les atteigne, ces objectifs-là, parce qu'il faut faire preuve d'ambition. Mais tu vois, selon où en est l'entreprise en termes d'avancée, on va pas avoir la même ambition. En fait, on va être ambitieux et ambitieuse dans tous les cas, mais on va pas passer par les mêmes choses. J'ai un client comme ça qui me disait ouais, mais en fait, nos équipes sont pas très diversifiées. Est-ce qu'on ferait pas mieux de commencer par le recrutement, sachant que c'est l'an prochain qu'on va refaire des recrutements, plutôt que de travailler sur l'inclusion. On pourrait faire comme ça. Mais le hic, c'est que si on travaille pas sur l'inclusion et qu'il y a des problèmes d'inclusion, les personnes diversifiées, je mets des guillemets, que tu vas ramener dans ta structure, que tu vas embaucher, si elles se sentent pas incluses, elles vont se barrer. Et les gens qui ont recruté vont se dire, bah, vous voyez, ça fonctionne pas. Ils vont avoir un biais de confirmation qui va s'activer et ça va complexifier encore plus les choses pour recruter des équipes diversifiées. On va bosser d'abord sur l'inclusion. En fait, donc, faut voir les priorités des structures, faut voir où en est la structure en termes d'avancée, d'avancement. Et on va pas lancer les mêmes sujets, les mêmes chantiers, selon où elle en est. Et c'est en ça qu'on s'adapte. Mais après, la méthodologie pour déployer les projets, ça va être, c'est de la gestion de projet, hein. C'est quoi les deadlines, c'est quoi les objectifs, quel KPI on met en place, les points se font tous les combien, comment on détaille en plus petit possible, en sous-tâches comment on détaille le plus possible nos tâches, de façon à ce qu'il n'y ait aucune paralysie, on se met d'accord sur comment on peut ajuster, etc. Donc les modalités de fonctionnement. Et après, il n'y a plus qu'à exécuter et ça roule tout seul. Et en plus, le cerveau, il peut se reposer parce qu'il sait qu'on a tout prévu. Et ça, c'est bonheur. C'est ça. C'est clair, c'est clair. Je disais que le mois qui était intense, j'imagine que c'est aussi en lien avec les crises politiques, législatives aussi qui viennent du coup de s'arrêter et qui n'ont pas donné ce qu'elle est passée. Clairement. Quand on a un projet comme ça qui est très politique, même si en soi toute entreprise est politique, mais On est d'accord. sur les sujets d'inclusion et de diversité, ça l'est encore plus. J'imagine que tu es plus sensible à ce qui se passe, en ce moment et que ça a potentiellement des impacts sur ton activité. Oui. Alors déjà, c'est extrêmement stressant comme période. D'abord au niveau personnel, en fait, je pense que même si j'étais pas à mon compte, même si je faisais pas ce travail-là, ça aurait généré énormément d'angoisse. En tant que femme, en tant que personne queer, je suis pas handicapée, mais je suis dyslexique. Et on sait très bien que les nazis, il y a un siècle,
Ils sont allés taper sur toutes les formes de handicap. Donc avec mes neuroatypies, je rentre dans ce scope-là. Alors je suis clairement pas la première sur la liste. Je me fais pas d'illusions là-dessus. Enfin, je suis pas en mode oh my god, je vais passer en premier. Non, ça je le sais. Je suis protégée par un certain nombre de privilèges. Mais donc il y a mon niveau personnel et puis il y a mes amis. Il y a mes amis, il y a mes proches, il y a les personnes que je connais pas en fait et qui ont rien demandé. Moi, il y a 10 jours, désolée, j'ai larmes aux yeux de rien que d'y repenser parce que j'ai une de mes meilleures amies qui est d'origine malgache que j'ai récupérée au téléphone en crise de panique le lundi soir parce qu'il y a une ratonnade à côté du village où elle a grandi qui s'est passée et que ses parents et son petit frère ils vivent encore là-bas et qu'elle avait peur que le prochain soit son petit frère, tu vois. Et je me suis dit mais en fait il y a combien de gens qui vivent dans cette angoisse? Et combien de mes amis, combien de mes proches je vais récupérer dans cet état-là, sachant que là, le pire ne s'est même pas produit, enfin en tout cas pour elle, et pour sa famille. C'est horrible, le président Macron joue avec nos vies, et est un pyromane absolu. Il confirme toutes les analyses qu'on a sur le libéralisme, comme quoi c'est une porte au fascisme. On le sait depuis plus d'un siècle, et on le sait en fait... Les personnes qui ont été colonisées le savent depuis la création, depuis la révolution industrielle, depuis les colonisations, elles savent que c'est connecté. Mais en fait, ils le démontrent, mais d'une façon éclatante qui est juste terrifiante. Parce que quand même, la gauche a gagné les élections, et en fait, lui, il veut choisir un premier ministre de droite. Donc cette période est absolument terrifiante. Potentiellement, dans un an, on a une nouvelle dissolution, et on ne sait pas ce qui va se produire dans un an. Potentiellement, on a un pays qui est ingouvernable parce qu'il choisit de le rendre ingouvernable et il va utiliser l'article 16 de la Constitution, donc les pleins pouvoirs. Enfin, on ne sait pas ce qui va se produire et c'est une période d'une telle instabilité qui est profondément angoissante. Moi, j'ai passé le dernier mois à me demander est-ce que je continue cette activité? Parce qu'en plus, j'avais des sujets sur des contrats qui prenaient plus de temps à signer, etc. Donc cette instabilité financière de l'entrepreneuriat, enfin, assez classique dans l'entrepreneuriat dans les premières années, qui était pesante à ce moment-là. Plus beaucoup de boulot aussi, bon, tu vois, donc au final ça s'équilibre, mais pas mal de boulot. Et c'était fatigant, c'était stressant. Combiné avec cette période où, en fait, pour le coup, par rapport à mon métier, je remonte sur la liste, en fait. Quand on voit, par exemple, que Salomé Saké, elle a reçu des menaces de mort et qu'elle fait partie d'une liste de journalistes à abattre, et quand on dit abattre, c'est à assassiner, on se demande si on est encore en sécurité pour faire un travail qui est pour l'égalité, pour l'équité, pour un... J'aime pas cette expression, mais pour un meilleur vivre ensemble. J'aime pas cette expression, mais tu vois l'idée. Et puis j'ai parlé avec des gens, et avec des collègues aussi en DUI, et la conclusion, c'est que nos métiers sont plus que jamais nécessaires. C'est que ces dernières années, on a vu une société civile, côté entreprise, qui bougeait en fait là-dessus. Alors, c'est pas ignorer que 20% des chefs d'entreprise votent RN. En disant ça, c'est pas ignorer que le grand patron de Safran, il allait dîner avec le RN. C'est pas l'ignorer, ça. C'est des choses qui sont sur la place publique, hein, donc c'est pas ignorer que Édouard Philippe et que, ensemble, ils vont dîner avec le RN. Ça, c'est pas ignorer ça. Voilà, c'est la partie politique. Sur la société civile, moi, je vois de plus en plus d'entreprises qui bougent là-dessus, qui ont envie de faire changer les choses, qui ont envie de faire changer les codes. Ça me donne de l'espoir. Parce que certes, au niveau politique, c'est patatras, mais au niveau entreprise, il y a une vraie volonté de faire changer les choses. Ça me donne de l'espoir, et j'ai aussi l'espoir que le cadre légal qu'on a tienne le plus longtemps possible, et qu'il tienne tout court, et qui va nous permettre de continuer à faire ce qu'on fait, et de sensibiliser dans les entreprises. Et je pense qu'effectivement, notre travail, il est plus important que jamais, dans un contexte où il y a des gens qui disent ouvertement et qui sont fiers d'être racistes, homophobes et misogynes. Voilà, je pense qu'on en a besoin pour expliquer que les propos, certains comportements tombent sous le coup de la loi. Tu penses ce que tu veux, t'as ta liberté de penser qui est absolue pour le coup, mais en termes de liberté d'expression, il faut rappeler que, comme toute liberté, elle s'arrête là où commence celle des autres. Pouvoir exprimer ce que tu veux, alors sachant qu'elle est limitée, hein, par exemple l'appeler à la haine, etc., c'est interdit, mais tu peux dire globalement ce que tu veux, mais il faut supporter les conséquences, en fait. Liberté de dire ce que tu veux, ça veut pas dire ne pas avoir de conséquences par rapport à ton comportement. Tu peux, t'as le droit de bousculer les gens dans la rue, tu vois. T'as un trou du cul, mais t'as le droit. À mon sens, t'as un trou du cul. Si tu fais ça, tu t'amuses à bousculer les gens dans la rue. Mais t'as le droit de le faire. Par contre, sois pas étonné si un jour il y a quelqu'un qui
qui va t'éclater la figure. Ce sera la conséquence naturelle de tes actions. Ce comportement d'éclater la figure, c'est aussi pénalement répréhensible. Ou quelqu'un qui t'insulte, en fait. Tout simplement, quelqu'un qui t'insulte, bon, ça, c'est à peu près pas trop répréhensible. Je dis à peu près parce qu'il y a l'injure publique, machin. Il y a d'autres choses, mais globalement, tu bouscules quelqu'un dans la rue et les personnes voient que tu le fais tout le temps, que tu le fais exprès. Si tu te fais insulter, bon, c'est les conséquences naturelles de tes actions. Mais t'avais le droit de bousculer les gens. Bah, en fait, tes propos, tes comportements, c'est la même chose, en fait. Des personnes qui disent c'est sexy cette jupe, tu l'as mise pour moi. Ouais, alors, pour le coup, non, t'as pas le droit de le dire, ça s'appelle un agissement sexiste dans l'entreprise. Mais mettons, t'aurais le droit de le dire, bah, en fait, la conséquence naturelle, c'est que la personne a le droit de te dire c'est pas ok, c'est pas acceptable. Et c'est pas ok de ta part, par contre, de dire on peut plus rien dire. Parce qu'en fait, il y a plein de gens, ils disent on peut plus rien dire, mais ils ont jamais autant ouvert leur bouche. C'est vraiment la phrase qui revient en défense, quoi. C'est ça. Et très souvent, le on ne peut plus rien dire, c'est on ne peut plus rien dire sans avoir de répercussions. Et donc, il y a une demande, une recherche de cette impunité, en fait. Et c'est ça qui est que ces personnes regrettent. C'est cette impunité. Parce que effectivement, bah, c'est facile de taper sur des gens qui peuvent pas se défendre. Parce qu'ils ont peur de perdre leur job, parce que X ou Y raison, en fait. Mais maintenant, on parle, en fait, on réagit, on répond, on utilise le droit, on utilise le cadre légal. Et je pense que nos métiers sont absolument nécessaires pour expliciter ce cadre légal, construire avec les entreprises les procédures, les plans anti-harcèlement, et sensibiliser et dire ça c'est pas acceptable, c'est pas moi qui le dis, c'est pas mon avis, c'est le droit en fait. Voilà. Et après évidemment il y a la question des valeurs. Mais tout le monde n'a pas les mêmes valeurs et je ne pense pas, enfin je sais que c'est impossible, quasiment, de faire changer une personne en 1h30, en 3 heures de sensibilisation, de faire shifter ses valeurs profondément. Si ça se produit, c'est parce qu'on a appuyé sur un endroit très très spécifique qu'on pouvait pas nécessairement anticiper et potentiellement qu'il y avait déjà du travail qui était en train de se faire en amont. Ouais. Mais les valeurs, c'est quelque chose qui est au cœur de notre identité en tant qu'être humain. Et donc pour beaucoup de gens, on ne peut pas changer les valeurs parce que ça implique une perturbation de leur identité. S'ils n'ont plus ces valeurs-là, qui sont-ils? Et l'humain n'aime pas le changement. Le cercle, d'où le fait de changer les processus plutôt que les humains. Non, carrément. Non, c'est vrai que au-delà de l'instabilité et de l'instabilité du cadre dans lequel on évolue avec notre entreprise et aussi en tant qu'humain, ça nous rappelle qu'il y a encore du travail à faire et qu'on lâche maintenant, quoi. Et ouais, c'est super important. On arrive à la fin de la discussion. Est-ce que tu vois un sujet qu'on aurait dû aborder et qu'on n'a pas abordé pendant la discussion? Écoute, pour moi, c'était assez clair. Ok, trop bien. Je pense qu'effectivement, ce travail est plus que enfin, la DEI est plus que jamais politique. Elle doit être politisée. Enfin, pouvoir travailler main dans la main avec un gouvernement qui, en fait, bafoue les droits élémentaires, pour moi, c'est un sujet, en fait. Je comprends pourquoi il y a des gens qui le font, mais c'est un vrai sujet qui participe à dépolitiser la conversation et à prétendre qu'il n'y a pas de valeur derrière, en fait, ou alors de faire genre que ces valeurs peuvent s'accommoder d'un gouvernement et d'un président qui fait preuve d'une immense violence. Et ouais, ça sera peut-être mes derniers mots, mes mots de conclusion, c'est la DEI est politique et doit être politique et politisée, en fait. Oui, on fait changer du statu quo, oui, on fait changer la façon dont on agit, on interagit entre êtres humains. Et donc, nécessairement, ça va être politique, puisque si on modifie, on fait évoluer les interactions humaines, on fait évoluer la vie de la cité. Donc, on va faire évoluer la vie de la société, et puis à la fin, le progrès n'est pas linéaire, l'égalité n'est pas linéaire, on le voit dans les dernières décennies, les derniers siècles, mais j'ai envie de croire qu'on va y aller de plus en plus, et qu'il y aura... et qu'on va y arriver, en fait. On va arriver à faire un changement de société, ça va impliquer beaucoup de courage de la part de nos politiques, mais on va pas les lâcher. Et en entreprise, on va pas lâcher non plus. En douceur, sans brusquer les gens, tout va bien se passer, mais on va faire évoluer les choses. Merci beaucoup pour ce partage. Ce que tu nous as partagé pendant cette discussion, c'est ultra riche.
J'ai beaucoup apprécié notre échange. Moi On aussi. arrive aux 2 dernières questions, les questions rituelles. La première, c'est est-ce que tu as une ressource, quel que soit ton format, à partager aux auditeurs, qui fait un lien avec ton avis ou pas du tout, quelque chose qui t'a marqué, comme tu veux? Je pense qu'une autrice que je recommande toujours, c'est Bell Hooks. B-E-2-L, plus loin, H-2-O-K-S, sans majuscule. Je peux pas recommander un livre d'elle parce que tous ces livres sont tellement fondamentaux et fondateurs. Vous pouvez commencer par le premier qui est que je dise pas de bêtises, ne suis-je pas une femme, et ensuite c'est de la marge au centre ou de l'inverse, je me souviens jamais. Mais vous pouvez commencer par ça, et dans l'un des deux, elle parle notamment du pouvoir, de comment ça peut corrompre, et que le fait d'avoir plus de femmes à la tête des entreprises, des institutions, c'est pas une garantie que les choses vont changer, parce qu'elles peuvent être aussi corrompues par le pouvoir, puisque ce sont des êtres humains avant tout. Et donc ça, c'est super intéressant. Et je pense qu'un l'un de ses ouvrages favoris pour moi, enfin ceux que je préfère en tout cas, c'est La volonté de changer, les hommes, la masculinité et l'amour, et qui est, je pense, un ouvrage réconciliateur, absolument nécessaire, parce qu'une erreur qu'on a faite dans ces dernières décennies, en tout cas dans ces 30 dernières années, dans la façon dont on a éduqué les enfants, c'est qu'on a cherché à plus éduquer les filles comme des garçons, mais on n'a pas cherché à éduquer les garçons plus comme des filles. Et on se retrouve avec des femmes qui sont autonomes absolument, parce qu'en fait, elles ont gardé les mêmes rôles qu'on leur donnait avant, et en plus, elles ont appris à avoir le rôle, entre guillemets, masculin. Mais on n'a pas appris aux garçons à être autonomes, donc on se retrouve avec des hommes qui sont complètement perdus, et qui ne savent pas construire leur masculinité autrement que par rapport à une supériorité par rapport aux femmes. Quand on a on parle tout le temps en vrai, on a toujours parlé de crise de la masculinité. C'est une tarte à la crème, ce truc, ça revient tout le temps. Mais c'est normal que la masculinité soit toujours en crise, parce que cette masculinité hégémonique, viriliste, dominante, et donc toxique, parce que dominante et écrasante, elle ne se définit que par opposition au féminin. Et donc comme le féminin, lui, évolue parce qu'on reprend de la place, cette masculinité est toujours en crise, forcément, puisque elle n'est pas stable, elle ne se définit pas par elle-même. Et je pense que c'est vraiment important qu'on se réconcilie tous et toutes, parce que les hommes, on leur apprend à supprimer toutes leurs émotions, hormis la colère, et donc ça les ampute d'une part de leur humanité. Alors ils en tirent des privilèges, c'est la différence. Mais on leur ampute d'une part de leur humanité, et les femmes, on nous apprend à exprimer toutes nos émotions sauf la colère. Et donc pareillement, on nous ampute d'une part de notre humanité. Et je pense qu'on a besoin de réconcilier nos humanités. Ça me fait penser à ce recueil de poèmes de Kémis, qui est à nos humanités révoltées. Et je pense, voilà, c'est tout ce travail de réconcilier nos humanités, d'apprendre à vivre nos émotions, de mieux s'écouter, et en fait, tout simplement de refaire communauté. Parce qu'on n'est pas fait pour être dans l'individualisme, en fait, on est des animaux sociaux. Et nos sociétés, à l'heure actuelle, très la famille nucléaire, etc., c'est une hérésie par rapport aux besoins qu'on a. On est la seule espèce où l'enfant naît et sans défense et n'est pas opérationnel avant des années, en fait. Enfin, opérationnel. Ne peut pas se défendre pendant des années. On est la seule espèce, donc en fait, ça veut dire qu'on a besoin de faire communauté pour protéger nos petits, en fait. Et pour ça, on a besoin de tout le monde, et tout le monde a besoin de pouvoir... Tous les rôles sont importants, en fait. Que ce soit de production, de reproduction, tous sont essentiels. Et c'est important d'arrêter de dévaloriser les rôles de reproduction parce qu'ils sont assignés au féminin. Et en fait, c'est tout aussi valorisant de prendre soin d'un enfant que de créer une boîte qui fonctionne bien, quoi. À mon sens, ça devrait l'être, en fait. Ça veut pas dire que ça va plaire à tout le monde, hein, c'est pas fait pour tout le monde, l'un comme l'autre. Mais en tant que société, on doit le revaloriser. Donc voilà, si j'ai un ouvrage à recommander, en tout cas, j'en ai plusieurs, mais c'est ceux de Bell Hooks, et notamment La volonté de changer, qui est pour moi... Il y a eu un avant et un après dans ma vie, après avoir lu ce livre. Le prochain que j'aimerais lire d'elle, c'est All About Love, donc à propos d'amour. Il a été traduit il y a quelques années en France. Et je pense que pareil, pour moi, il y aura un avant et après. Mais il y a toujours un avant et après avoir lu Bell Hooks, à mon sens. On va mettre tout ça dans la description de l'épisode. Et la dernière question, c'est qui tu verrais à ta place dans le podcast, notamment sur ces sujets d'inclusion et de diversité? C'est une très bonne question. Sur les sujets que tu veux aborder, sur tout ce qui est communication et langage inclusif, je ne peux que recommander Alicia Beer. Il y a une personne dont j'aime beaucoup le travail aussi, c'est
Caroline Chavier de The Alliance. Si tu veux parler de transidentité, il y a Alice Dinan qui fait un travail génial là-dessus et qui accompagne les entreprises pour faciliter les transitions. Qui d'autre? Il y a Alexia Sena pour parler de multiculturel et donc de diversité culturelle et d'avoir un dialogue apaisé sur ces questions-là, qui donc fait un travail exceptionnel. Voilà, pour citer quelques noms déjà, j'en oublie d'autres qui sont merveilleux. Et sur la question du handicap, tu as Clara, femme bionique, qui fait un super travail, et aussi Maxime Viry, qui a un parcours exceptionnel dans l'entrepreneuriat inclusif aussi. Super. Bah, merci beaucoup. J'inviterai de ta part ces personnalités sur le podcast. Encore merci pour ta bienveillance, pour tout ce que tu as pu partager, tout ce qu'on a pu aborder avec simplicité. C'était vraiment chouette. Merci beaucoup pour l'invitation, j'ai passé un super moment. Donc c'était vraiment un plaisir pour moi. Je te dis à bientôt. À bientôt.